Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il fait très chaud. J'espère que vous arrivez à supporter la chaleur et à trouver des moyens de vous rafraîchir. Vous allez probablement entendre le ventilateur en fond de cette vidéo. Ventilateur sans lequel je ne pourrais pas m'exprimer ici sans dégouliner ou me liquéfier. Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité, de haut potentiel et de tout ce qui est hyper de manière générale. Alors pourquoi je veux parler de ce sujet ? Parce que j'ai constaté ces dernières années, et je pense que vous l'avez constaté aussi, qu'il y avait une recrudescence d'hypersensibilité, de diagnostic de haute potentialité, que ce soit émotionnelle, intellectuelle. Et comme j'ai aussi enseigné à des enfants et des adolescents pendant un moment, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait aussi chez les enfants et les adolescents de plus en plus de diagnostics dans tous les sens. Donc on se retrouve avec des enfants qui ont de l'hyperactivité, du TDAH, qui ont des troubles du spectre autistique, qui ont des troubles de l'attention, des troubles du comportement, de l'hypersensibilité, de la haute potentialité. Et ça fait beaucoup d'étiquettes, beaucoup de pathologies, de symptômes. Et moi, de mon point de vue, je trouve que ce n'est pas forcément très sain, ni très bon, de générer comme ça des diagnostics à tour de bras qui sont très peu, je trouve, constructifs, en tout cas pour les enfants ou les adolescents. Alors, quand on parle d'hypersensibilité, on parle d'hypersensibilité émotionnelle, mais ça peut être aussi une hypersensibilité au bruit, ça peut être une hypersensibilité au niveau de tout ce qui est kinesthésique, donc il y a des gens hypersensibles qui ne supportent pas certains vêtements, qui ne supportent pas d'être dans des environnements trop bruyants, qui sont très perméables aux émotions des autres. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose de normal. Pour moi, dans l'hypersensibilité, il n'y a absolument rien d'anormal, étant donné que nous sommes des êtres sensibles, que nous captons des choses de notre environnement visible et invisible, on peut parler aussi du perceptible, à différents degrés. Donc il y a effectivement autant de sensibilité qu'il existe d'êtres humains. Donc déjà parler d'une hypersensibilité, ça me semble un tout petit peu exagéré, étant donné qu'on peut être sensible à certaines choses et puis moins sensible à d'autres choses. Ça dépend en fait de notre degré de perméabilité. La sensibilité n'est pas un problème. Avoir des émotions ou ressentir des émotions n'est pas un problème non plus. Le truc, c'est que dans l'hypersensibilité, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, c'est qu'on a des émotions qui sont exacerbées. Mais en réalité, si on se permet, si on s'autorise de vivre ces émotions comme elles se présentent, sans les réfréner, sans systématiquement vouloir les contrôler, les gérer, quand on parle de gestion des émotions, eh bien on se rend compte qu'on est un être très émotionnel et très sensible. Et qu'effectivement, eh bien, on va capter tout un tas d'informations autour de nous concernant l'environnement, le bruit, l'état physique ou psychique des personnes qui sont autour de nous, parce que peut-être on a aussi une sensibilité à l'émotion, au monde intérieur qui est extrêmement prononcée. Donc à ce moment-là, on va commencer à parler d'empathie, d'hyper-empathie. Mais tout ça, ça reste quelque chose de très normal. En fait, si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, on va dans le sens de prendre des phénomènes qui sont complètement normaux et d'en faire des pathologies, des étiquettes, des concepts psychologiques qu'on va s'amuser à coller sur le dos des gens. Alors, pourquoi j'ai des émotions ? Pourquoi est-ce que je ressens autant les choses autour de moi ? Parce que je suis sensible. Il n'y a aucun problème avec ça, ok ? Avec la sensibilité. Si on s'autorise à la vivre, il n'y a pas de problème. Si on ne commence pas à partir dans l'idée que c'est trop, oh, comme on entend d'habitude, oh, mais t'es trop sensible, mais t'es très sensible toi, parce que vous pleurez devant un film, parce que quand on vous parle de quelque chose, vous avez une émotion qui arrive, parce que vous vivez vos émotions.
En fait, si on ne s'amusait pas à chaque fois à dire aux personnes qu'elles sont trop sensibles, il n'y aurait pas cette idée d'hypersensibilité. Ce serait quelque chose qui serait complètement normal et complètement accepté, mais comme on a encore énormément de difficultés avec le monde émotionnel et avec la sensibilité de manière générale, eh bien, on en fait quelque chose de trop, quelque chose de très. Donc c'est comme ça qu'il y a des personnes qui vont se dire hypersensibles. Comme je suis hypersensible, je pleure beaucoup. Comme je suis hypersensible, comme si quelque part cette hypersensibilité avait besoin d'être une différence. Comme si on devait dire je suis hypersensible, donc je ne fonctionne pas comme les autres. Alors peut-être qu'il y a effectivement une petite différence, mais ça reste quand même de l'ordre pour moi de la normalité. Pleurer devant un film, être empathique, ressentir les émotions des autres, être submergé parfois par notre monde émotionnel, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Avoir des sensibilités par rapport à certains vêtements, ne pas supporter certains bruits qui sont particulièrement agressifs, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose d'anormal ou de différent, c'est plutôt quelque chose de normal. Et je pense que si on était plus justement dans l'acceptation et dans la tolérance vis-à-vis des sensibilités de chacun, parce que ce n'est pas une hypersensibilité ou une sensibilité, ce sont des sensibilités, et bien on ne partirait pas dans des effets et des concepts psychologiques où on colle des étiquettes aux gens. Moi, j'aime pas les étiquettes. Voilà. Un jour, on a essayé de me dire « Oui, t'es hypersensible parce que t'es comme ci, t'es comme ça. » J'ai dit « Mais écoute, personne va me dire ce que je suis. Moi, je ne me considère pas comme une hypersensible. Je me considère comme ce que je suis. Je n'ai pas envie d'avoir une étiquette sur le dos. Ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai surtout pas envie que quelqu'un d'autre, à travers des espèces de symptômes qu'on va ranger dans des cases et dans des catégories, me catégorise comme hypersensible. Je n'ai pas besoin de ça. » Après, je comprends que le fait de se dire hypersensible est un diagnostic qui peut rassurer en se disant « Bon, ça va, je suis pas fou, je suis pas anormal, je suis hypersensible ». Le problème, c'est quand on colle à l'étiquette et qu'on commence à s'en servir comme un étendard ou comme une revendication quand on dit par exemple qu'on est hypersensible et qu'on se croit supérieur aux autres par rapport à notre hypersensibilité. Oui, mais moi je suis hypersensible, donc je suis très empathique, donc je comprends les gens, donc j'ai des capacités que les autres n'ont pas. Oui, ok, mais en fait si vous voulez, on a tous une sensibilité et des capacités sensorielles et sensibles qu'on peut développer ou non. Donc effectivement, on peut être très sensible à certaines choses et puis moins sensible à d'autres choses. Le truc, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, quand il y a un phénomène qui se manifeste avec des genres de symptômes, parce que la psychologie, elle adore faire ça. La psychologie, elle adore en fait contrôler et gérer l'humain. Donc pour le contrôler et le gérer, quand ça commence à déborder, quand il y a des nouvelles manifestations psychiques ou psychologiques, ou quand il y a des choses qui nous dépassent un peu, on va tout de suite coller une étiquette dessus et un concept pour le contrôler et le gérer. Donc là, les gens, ils ont des bouffées émotionnelles depuis quelques années. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça pleure, ça s'agite, ça se laisse complètement submerger par l'émotion. Et donc, les psychologues, de manière générale, ou la psychologie, se dit « Oh tiens, il y a un nouveau phénomène qui est en train d'apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'en emparer. On va mettre des symptômes, on va ranger ça dans des cases, on va faire des diagnostics, et paf, on invente l'hypersensibilité. » Et ça marche aussi, bien entendu, avec la haute potentialité émotionnelle et la haute potentialité intellectuelle. C'est le même principe. On a des enfants, des adultes qui ont en fait un fonctionnement cognitif qu'on dit différent, qu'on dit haut potentiel, alors qu'en fait c'est quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire. Mais on en fait un mythe, on en fait une étiquette, on en fait quelque chose de super, quelque chose d'hyper, quelque chose de différent, pour que les gens puissent s'identifier à ça et pour qu'on puisse aussi, évidemment, faire payer des diagnostics qui coûtent une blinde, parce qu'aujourd'hui, la réalité des diagnostics de HPI ou HPE, ça coûte extrêmement cher, c'est fait par des neuropsychologues, et il n'y a pas énormément, si vous voulez, de prise en charge d'outils ou de choses qui sont mises en place une fois que le diagnostic a été posé. Donc, ok, je suis HPI, je suis HPE, j'essaie de comprendre comment je marche, mais n'empêche que dans la vie quotidienne, je vais toujours avoir à dealer avec la société, avec les choses qui ne me conviennent pas. Enfin, si vous voulez, ça ne va pas révolutionner mon existence. Ça va peut-être pouvoir me rassurer en me disant, bon, ok, je comprends mieux comment je fonctionne, mais encore une fois, attention à ne pas coller à l'étiquette. Le problème, en fait, de ça, de l'hypersensibilité en tout cas,
L'hypersensibilité ou la sensibilité n'est encore pas un problème, si vous m'avez bien compris. C'est quelque chose de complètement normal. Moi, pour avoir travaillé avec des enfants, je suis désolée, mais les enfants sont des êtres sensibles. Ils n'ont absolument aucun problème à exprimer cette sensibilité, qu'elle soit émotionnelle, kinesthésique, en rapport avec l'invisible ou le perceptible. En fait, ils ont des problèmes qu'à partir du moment où les adultes autour d'eux décident qu'ils ont un problème. C'est comme vous n'avez pas nécessairement de problème dans votre vie jusqu'au moment où quelqu'un va vous dire que vous avez un problème. Et c'est là que ça va commencer. Donc pour en revenir à ces histoires d'hyper, de haut potentiel, etc., le danger de ça, le risque, c'est de s'identifier à l'extrême à ce concept, qui est en réalité seulement un concept dans lequel on enferme les gens à travers, encore une fois, des listes de symptômes. Donc si vous êtes comme ça, eh bien vous êtes hypersensible. Non, je suis désolée. Ce genre de choses ne fonctionne pas. On ne peut pas réduire un être humain à une liste de symptômes presque pathologiques et lui dire « bah oui, vous êtes hypersensible parce que vous êtes comme ci, comme ça ». Mais non, c'est beaucoup trop réducteur. L'idée, c'est pas de se diagnostiquer hypersensible, c'est de comprendre comment on fonctionne. Donc pour comprendre comment on fonctionne, il faut faire l'expérience de l'individuel, l'expérience de comment je suis avec moi-même, avec les autres, etc. Mais sans forcément coller à cette idée de l'étiquette qui peut vraiment nous enfermer. Donc moi j'ai vu ça par exemple chez les enfants. Donc des enfants qui ont été diagnostiqués hypersensibles, haut potentiel, etc. Le truc c'est que comme ils sont dans ce concept de haute potentialité, d'hypersensibilité, avec l'idée peut-être qui leur a été transmise aussi comme quoi ils étaient des êtres supérieurs. Bah oui, je suis HPI, je suis HPE, donc je suis différent, mes parents ils voient que je suis HPI, HPE, les psys HPI, HPE, donc je suis pas comme les autres, donc haut potentiel égale plus intelligent. Donc chez les enfants par exemple qui sont HPI, HPE qui ont été diagnostiqués, eh bien il peut y avoir ce réflexe en fait de se mettre à l'écart du groupe et de rentrer en conflit avec les autres parce que je suis plus intelligent que vous. Voilà, donc ça peut donner lieu aussi à des dérives de ce style-là qui justement du coup empêchent les gens de pouvoir relationner. Donc ça peut créer des vrais conflits relationnels, que ça soit autant chez les enfants que chez les adultes. Dans cette idée encore de mythe, ce mythe qu'on nourrit du haut potentiel ou de l'hypersensibilité. Donc en gros, je suis hypersensible, donc je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas faire ça. Moi j'ai des enfants par exemple qui me disaient « non, je suis hypersensible, donc je ne peux pas faire ça ». Donc ma psy m'a dit que, donc ma mère m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, que c'était trop pour moi, que je ne pouvais pas. Et je me suis retrouvée avec des enfants qui, sous couvert de ce diagnostic d'hypersensibilité, n'osaient pas faire certaines choses et s'interdisaient de faire certaines choses parce qu'ils étaient hypersensibles. Alors qu'ils en avaient envie et qu'ils avaient envie d'essayer et qu'il n'y avait absolument aucune difficulté pour eux. Donc en collant à ces étiquettes et ces concepts psychologiques qui sont très en vogue aujourd'hui, on peut observer à quel point ça peut nous enfermer, nous emprisonner dans quelque chose qui en réalité ne nous définit pas. Et ça peut devenir une vraie entrave au quotidien. Parce que du coup, on va se dire, je suis hypersensible, donc ça je peux pas. Je suis hypersensible, donc ça non. Je suis hypersensible, donc là je crains que machin. Et on va développer des peurs liées à l'hypersensibilité. Donc ouais, on peut apprendre à mieux se connaître, mais on peut aussi, à travers ces étiquettes-là, développer des peurs, avoir peur d'affronter le monde, d'être avec les autres, d'aller dans des endroits ou sortir un peu de notre zone de connu ou de confort, parce que, je suis hypersensible, donc... Et on se met tout un tas de barrières, y compris pour la haute potentialité où je me suis retrouvée avec des enfants qui étaient capables de dire à d'autres enfants « Oui, mais c'est normal que tu comprennes pas et que moi et Théo, on comprend parce que nous, on est HPI. » Tu vois ? Donc, on peut questionner l'intérêt du diagnostic, surtout chez les très jeunes enfants, mais on peut aussi le questionner chez les adultes, parce que ça peut donner lieu à ce genre de comportement ou d'attitudes qui vont en fait en conflit avec les autres parce que je suis différent, parce qu'on m'a dit que j'étais au potentiel. Donc moi je me suis retrouvée effectivement avec des enfants au potentiel qui étaient parfois assez imbuvables dans leur comportement parce qu'ils étaient vraiment, ils se considéraient comme supérieurs et ils le faisaient sentir et savoir à tout le monde. Oui, mais toi, tu peux pas comprendre parce que toi, t'es pas HPI. Toi, tu peux pas comprendre parce que t'es pas au potentiel. Ah bah oui, mais ça, c'est normal. Avec cette attitude extrêmement méprisante vis-à-vis des autres.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les adultes, chez les adultes qui sont diagnostiqués au potentiel, qui vont effectivement parfois avoir des attitudes assez méprisantes vis-à-vis des autres parce qu'il y a cette étiquette, cette espèce de glorification aujourd'hui du HPI ou du HPE. Alors, par rapport à ça, moi je pense que le fait d'être HPI ou HPE, encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre un concept neurologique ou neuropsychologique là-dessus puisque c'est complètement OK. Parmi les gens dans la population, on a tous en fait des choses qui sont faciles, on a tous des choses qui sont plus difficiles pour nous, on a des endroits où on va beaucoup se développer, où on va être très fort et très doué, des endroits où on va être moins doué. En fait, ça dépend des profils, ça dépend de ce par quoi dans l'apprentissage on est motivé. Donc en fait, un enfant ou quelqu'un qui est HPI ou HPE va avoir effectivement une manière de penser et de réfléchir qui va être beaucoup plus ouverte. Donc on va penser notamment à la question de la pensée en arborescence. Ça va parfois partir dans tous les sens et puis c'est quelqu'un qui a besoin d'être très stimulé. Ok. À partir de là, pour moi, il n'y a aucun problème. Étant donné que chaque personne est différente et a besoin d'être nourrie aussi selon ses spécificités et sa nature, pour moi, il n'y a pas besoin de poser la question du HPI ou du HPE là-dessus. Et quand j'étais prof, du coup, à l'école primaire et que j'avais des enfants et des parents qui venaient avec cette histoire de diagnostic, j'étais toujours très prudente. C'est-à-dire que je ne rentrais pas dans le jeu, justement, de la psychologie et de ces mythes construits autour de ces étiquettes en répétant à l'enfant sans arrêt qu'il était HPE. Pour moi, les parents me disaient « Ok, il a été diagnostiqué ceci, cela, c'était ok, mais moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est comment l'enfant allait évoluer dans le milieu scolaire, dans la classe, dans le relationnel. » Donc, j'observais beaucoup, mais par contre, je faisais comme si je ne savais rien. Je ne tenais pas compte, en fait, de cette étiquette, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment l'enfant allait se développer. Donc, je ne lui parlais pas sans arrêt de son hypersensibilité, de son HPE, de son HPI. Je l'observais, je regardais ses besoins, il me parlait de ses besoins et je construisais en fait ses apprentissages en fonction de ses besoins. Donc si c'est quelqu'un qui a besoin d'être plus stimulé, qui a besoin de plus réfléchir, qui a besoin de se poser des questions plus complexes pour nourrir son appétence cognitive, je donnais en conséquence. Mais sans forcément dire qu'il y avait un HPI, une supériorité, quelque chose, etc. De même, si j'avais des enfants sensibles à certaines choses dans ma classe, je le reconnaissais, mais je n'allais pas dire à cet enfant qu'il était hypersensible. Parce qu'encore une fois, quand on fait des diagnostics et des étiquettes à tout va comme ça, on ne prend pas le temps vraiment d'écouter. On ne prend pas le temps vraiment d'observer ce qui se passe chez la personne. Et moi, je pense que même chez les adultes, quand on est soi-disant hypersensible, soi-disant au potentiel, ce qui compte, c'est pas de savoir qu'on est au potentiel ou hypersensible, parce qu'encore une fois, on est dans cette idée de trop, de trait, de plus, mais de se dire, quelle est ma sensibilité ? Comment elle s'exprime ? Tu vois ? C'est ça qui est important. C'est pas de se dire, je suis hypersensible, c'est de se dire, c'est quoi ma sensibilité ? Tu vois ? Comment je suis sensible ? À quoi je suis sensible ? Qu'est-ce que je ressens ? C'est ça qui est intéressant de questionner. Et je pense que la psychologie devrait plutôt s'intéresser à questionner les gens et à les aider à mieux se connaître là-dessus, plutôt que de coller des diagnostics à tout va et de faire croire que tout ça c'est pathologique ou symptomatique, etc. etc. et que aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui sont HPI, HPE, qui sont machin. Mais oui, mais c'est parce qu'on s'attache à diagnostiquer à tour de bras. Donc aujourd'hui, je suis désolée, dans les écoles, vous regardez les gamins qui ont 5-6 ans, il n'y en a pas un qui n'a pas un diagnostic. C'est quand même hallucinant. S'il n'y a pas de dysorthographie, de dyslexie, de troubles de l'attention, de l'apprentissage ou je sais pas quoi, de la concentration, il va y avoir un trouble du spectre autistique, même léger, il va y avoir un HPI, un HPE, un TDAH, une hyperactivité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, calmons-nous avec ces histoires de diagnostic et d'étiquettes et essayons simplement de nous observer, et de reconnaître cette sensibilité. Je veux dire, si cette sensibilité, elle est reconnue dès le départ, il n'y a absolument aucun problème, ok ? Il y a des problèmes parce qu'à l'école, ça va pas. Voilà, c'est là le problème, c'est que, effectivement, quelqu'un qui a une appétence cognitive, qui a besoin d'être nourri, qui s'ennuie à l'école, qui tourne en rond et qui s'énerve parce qu'il n'est pas assez stimulé, ça va poser problème parce que les enseignants vont être débordés par ce genre
de profil. Donc c'est là qu'on va commencer à parler de troubles, d'hypersensibilité, d'hyperactivité, parce qu'on a quelque chose en face de nous qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne peut pas gérer. Donc encore une fois, quand on est submergé par quelque chose, émotionnel ou d'un autre ordre, on va tenter de le contrôler en le conceptualisant et en le psychologisant. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Pourquoi il y a de plus en plus aujourd'hui d'adultes qui déclarent une hypersensibilité? Parce que nous sommes dans un moment dans nos existences où il y a une libération qui se fait. On s'autorise de plus en plus, et ça c'est des phénomènes collectifs, à parler, nous exprimer, à libérer des secrets peut-être qui ont été enfermés en nous ou dans nos familles depuis très longtemps. On est comme à une étape générationnelle où en fait on libère énormément la parole. Donc on libère la parole et forcément on libère aussi les émotions. Ça va de pair. Donc oui, quand on a été pendant longtemps enfermé dans nos émotions, qu'on n'a pas manifesté, qu'on n'a pas exprimé, qu'on s'est retenu, qu'on s'est empêché, il est normal qu'à un moment donné, il y ait une explosion. Et c'est ça que les gens vivent quand on parle d'hypersensibilité, on parle d'une explosion de sensibilité, parce que cette sensibilité à l'origine n'a pas été reconnue, elle n'a pas été écoutée ni entendue. Elle a été rangée à l'intérieur, bouclée à double tour, et puis on verra bien. Mais sauf que comme on est dans une ère, encore une fois, où tout tend à ressortir, à exploser et à aller respirer l'air libre, eh bien ces émotions-là, paf, elles ressortent. Et oui, ça crée des phénomènes d'explosion, des phénomènes où on est submergé, des phénomènes où on va pleurer pour rien, où on va se sentir émotionné pour tout et n'importe quoi, où on va se rendre compte qu'on est sensible aux autres, aux émotions des autres, à l'état des autres. Et ça se trouve que c'est même quelque chose dont on était conscient quand on était enfant, mais peut-être qu'on l'a verrouillé pendant un temps et que paf, ça ressort. Et quand ça ressort, ça pète, comme un bouchon de champagne, parce que macération. Donc, ce phénomène d'hypersensibilité, d'explosion, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans ces états émotionnels, pourquoi ils ressentent autant de choses, qui se sentent perdus, démunis parce que trop d'émotions, trop de sensibilité, qui aimeraient peut-être rester enfermés chez eux et ne plus voir personne parce que la vie relationnelle est trop compliquée. Oui, mais parce que ça pète et parce que ça a besoin de sortir. Et quand on observe bien ces phénomènes d'explosion de sensibilité, ou de redécouverte de sa sensibilité, c'est ça qui se passe souvent, eh bien on se rend compte que ça va s'atténuer avec le temps, qu'avec le temps, en fait, on va apprendre progressivement à laisser sortir, à laisser exprimer, à laisser les choses se libérer toutes seules. Et moins on va essayer de contrôler, moins on va essayer de gérer, moins on va être gêné par tout ça, et plus on va l'accepter, plus ça va être fluide et plus ça va s'apaiser. Quand on est quelqu'un de très sensible, ça peut être par phase. C'est pas toujours H24. Des fois, ça peut être H24, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des jours où on va prêter moins attention à certaines choses, où on va moins les ressentir. Puis il y a des jours où on va être, par exemple, dans une ouverture sensible. Où là, effectivement, on va être perméable à tout. À tout. Et dans ces moments-là, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, d'être dans le monde, d'aller au travail et de gérer tout ça parce que ça nous arrive, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas à contrôler, c'est pas à gérer, c'est pas adhérer à cette étiquette-là, en fait. C'est de comprendre comment ma sensibilité s'exprime aujourd'hui et de se dire que ça sera pas toujours comme ça parce que la sensibilité, comme nous, elle évolue et elle change. Donc si je suis extrêmement sensible à des choses aujourd'hui, je le serai peut-être moins ou plus en fonction des années, des mois qui vont passer et de mon état aussi général, tu vois. Donc ce qui est dangereux finalement, c'est de mettre ça dans des cases, d'enfermer ça dans des concepts et de dire aux gens « t'es comme ci, comme ci, comme ça, t'es hypersensible ». Bah non, parce que ta sensibilité, elle change. Donc il est temps en fait que nous arrêtions à chaque fois de nous saisir de phénomènes qui sont complètement normaux, auxquels on doit simplement être en écoute et qu'on doit se rendre compte que c'est normal et qu'on doit apprendre aussi à vivre avec.
et à accepter cette situation-là, cette sensibilité-là, parce que c'est la nôtre, tu vois, plutôt que de se saisir de ça, d'en faire une pathologie, un symptôme, de commencer à lire des tas de bouquins dessus, et ça va nous perdre parce qu'on va s'identifier à tout, puis en fait on va s'identifier à rien, et ça va rien nous apprendre sur nous. Voilà. Apprenons simplement à réfléchir et à s'observer en tant qu'individu avec nos propres spécificités, plutôt que de coller à des schémas et des concepts psychologiques préétablis. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde de faire comme ça et de pouvoir parler librement de sa sensibilité ou de sa manière de fonctionner. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut questionner. Voilà, on questionne, on demande. Ok, avec les enfants, j'ai questionné. Ok, comment toi tu vois les choses? Comment est-ce que là, dans ta tête, ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es agité, tu te sens comment? Tu te sens bien, etc. On questionne, on investigue, on observe et on comprend, en fait, tout simplement. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller passer des diagnostics à 300 ou 400 euros pour au final que ça nous apporte assez peu de solutions ou de s'entendre dire par je ne sais quel spécialiste tu es ça, tu es ça, tu es ça. On n'a pas besoin de ça. On a simplement besoin de vivre. On a besoin de vivre nos émotions. On a besoin de comprendre comment on fonctionne et ce dont on a besoin. Tout ça, c'est une question de besoin, en fait. Et quand vous allez parler à un enfant, peu importe, et que vous lui demandez de quoi il a besoin, il va parfaitement être capable de vous le dire, même s'il ne sait pas parler. C'est ça qui est formidable. Donc un enfant qui effectivement à l'école s'ennuie et a l'air de s'ennuyer parce qu'il a besoin d'être stimulé, de faire plein de choses en même temps, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, eh ben, il faut lui apporter ce dont il a besoin. Il faut l'aider à s'apporter à lui-même ce dont il a besoin. Donc des enfants dans mes classes qui pouvaient avoir cette appétence cognitive que d'autres avaient mais différemment, eh bien effectivement, quand ils avaient terminé un exercice, j'avais toujours autre chose à leur donner. Ils pouvaient très bien lire un livre et faire un exercice en même temps. Parfois, ils avaient besoin de bouger, de se déplacer et puis de revenir à leur table et de se remettre à réfléchir. Et je pense que pour les adultes, c'est pareil. Il faut juste savoir écouter ça. Il n'y a pas besoin de « je suis HPE, je suis HPI », peu importe. En fait, tu es juste ce que tu es. Et tu as besoin d'écouter, de comprendre, d'observer et d'apprendre à vivre avec ça. Et je pense fondamentalement que si l'école était un tantinet organisé différemment, et peut-être si on savait aussi, en tant qu'éducateur ou professionnel de l'éducation, être plus à l'écoute, eh bien, ces choses-là seraient reconnues depuis le début. La sensibilité serait reconnue depuis le début, il n'y aurait pas de problème avec ça. Le monde émotionnel serait reconnu depuis le début, il n'y aurait pas de problème avec ça. L'appétence cognitive et les différents profils cognitifs seraient reconnus depuis le début. L'enfant ou l'adolescent serait nourri en fonction de ses besoins, il n'y aurait plus de problème avec ça. Et on n'aurait pas besoin d'aller faire des diagnostics chez des psychologues pour savoir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, comment on fonctionne, etc. Voilà. C'est ma vision des choses. Je vous la partage avec tout mon cœur et toute ma sincérité. Et je vous encourage et je nous encourage aussi à sortir de ces carcans, de ces étiquettes très symptomatiques et très pathologiques dans lesquelles on n'a pas envie d'être enfermé aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. À très bientôt.